is it Mr. Atkinson? Alors, Monsieur Atkinson. Alors, bon matin, Madame la juge-en-chef, Mesdames, Messieurs les juges. Nous représentons les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec qui ont mis en cause la validité constitutionnelle et administrative d'une recommandation du comité qui a été désigné hier comme le comité O'Donnell, le comité sur la rémunération pour la période 2001-2004, recommandation qui proposait de créer une disparité de traitement et de statut entre les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec d'une part et les juges de la Cour du Québec d'autre part. Nous soumettons que le comité n'avait pas cette compétence. La Cour d'appel a soutenu cette proposition et nous allons vous soumettre que le comité a failli à son mandat à trois égards. D'une part, sous l'angle du mandat constitutionnel, d'autre part, sous l'angle de sa loi constitutive. Et eût-il eu juridiction, quoi qu'il en soit, le comité a fait défaut au manquement des règles du traitement équitable. Nous commenterons sommairement la question de la relation entre les recommandations et le gouvernement, puisque cela a d'une part un impact sur l'issue générale et également sur le mandat du comité. Il s'agit d'un cas un peu inusité dans l'ensemble des litiges qui sont devant vous, qui ont été devant d'autres tribunaux, en ce sens qu'il s'agit ici d'un groupe de juges municipaux qui contestent les conclusions d'un comité plutôt que de s'opposer au gouvernement. C'est un exercice difficile à faire, bien sûr, pour des juges, mais essentiel car le comité sur la rémunération ou les commissions sur la rémunération sont le seul forum où des juges peuvent maintenant faire valoir leur point de vue, des observations. C'est le seul endroit et nous vous invitons à garder en tête ce fait dans l'analyse des situations que nous allons vous soumettre. Au Québec, les tribunaux judiciaires au siège des juges de nomination provinciale sont soit la Cour du Québec ou les cours municipales. Pour les cours municipales, il y a deux groupes. D'une part, les juges de Laval, Montréal et Québec, qui sont composés de juges qui exercent leurs fonctions à titre exclusif, permanent à temps plein. Ils exercent une juridiction en matière criminelle, civile et pénale. Les juges des autres cours municipales exercent une compétence et travaillent à vacation, ne sont pas à plein temps, sont des avocats qui, à travers leur pratique, exercent cette fonction. Les juges appelants ici sont comme je l'indiquais, de Laval, Montréal et Québec. En 2001, le comité sur la rémunération qui a été formé, le comité O'Donnell, a commencé ses travaux et a entendu, comme il se doit, les observations de tous les intervenants. À l'époque, les juges municipaux permanents étaient représentés par la conférence des juges au sein de ce groupe qui regroupait ses membres et également les juges de la Cour du Québec, parce que ces deux groupes de juges étaient traités de la même façon, avaient le même statut sur le plan législatif. Dans une première phase de ces travaux, le comité a reçu des observations du gouvernement qui proposait des ajustements salariaux et de rémunération communs pour les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec et les juges de la Cour du Québec. Ils ont également reçu des observations du barreau, de la conférence des juges, de la juge en chef de l'Association du barreau canadien sur les sujets à l'enjeu. Et là, soudainement, seulement à l'égard du bâtonnier du Québec et seulement à l'égard de la juge en chef de la Cour du Québec qui a fait des représentations en titre de juge en chef, le comité a posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de la parité qui existe entre les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec et les juges de la Cour du Québec? Sans préavis, sans que quiconque soulève cette question. Le comité a par la suite décidé d'effectivement tenir une deuxième séance d'information et a invité toutes les parties à lui formuler des observations sur la parité,
Son rapport ne fait état d'aucun avis de convocation, d'aucun enjeu particulier. Venez nous parler de la parité. Le gouvernement du Québec, à ce moment-là, est demeuré quoi? N'a formulé aucune observation et a maintenu ces observations qui étaient à l'effet que les ajustements de rémunération devaient être les mêmes pour les juges municipaux permanents et les juges de la Cour du Québec. Tel qu'il apparaît du dossier, les autres intervenants, le barreau, l'Association du barreau canadien, la Conférence des juges, ont tous soutenu que ce comité n'avait pas juridiction pour traiter de cette question en l'absence de débat ou en l'absence de proposition de qui que ce soit. Est-ce que c'est devant le comité qu'on a soulevé la question de juridiction? Oui. Alors, lorsque le comité a invité des gens à présenter leurs observations, à ce moment-là, effectivement, certains intervenants, mais pas le gouvernement, ont formulé ces observations sur la juridiction. Il n'y a eu aucun autre élément soumis à la consultation par le comité. Quels devraient être les vrais motifs ou la nature des motifs qui pourraient justifier la disparition de la parité? Quel serait l'écart de rémunération ou de conditions de travail qui devrait en découler? Est-ce qu'il y a des aménagements pour préserver la sécurité financière des gens en place, des mesures transitoires, des droits acquis ou autres éléments? Il n'y a eu aucune discussion mise de l'avant par le comité. Nous vous soumettons que dans ce contexte, le comité qui a par la suite formulé des recommandations suggérant une disparité et un écart de 12,5 % entre les deux groupes de juges n'avait pas la compétence constitutionnelle pour, de sa propre initiative, soulever la question et faire une telle recommandation en l'absence de débat, d'observation, de suggestion entre les parties. Le premier motif pour lequel nous vous soumettons que ce comité n'a pas compétence. Le comité est issu de l'arrêt du renvoi et les législations qui ont par la suite donné suite à cet arrêt. L'arrêt du renvoi vise à dépolitiser le processus de détermination de revenus des juges. Entre autres mécanismes, il y a la constitution de ces comités, mais également fondamental à l'économie de cet arrêt et à la nature du mandat de ce comité est d'être substitué au processus de négociation. La plupart des gens, des officiers qui exercent des fonctions publiques ou privées, ont l'opportunité de discuter de leurs conditions de travail et de leur rémunération avec la personne qui les nomme ou qui les engage. Les juges sont maintenant membres d'un groupe assez exceptionnel de personnes qui ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas aller voir le gouvernement et négocier, discuter sur leurs conditions de travail, sur la rémunération. On connaît les raisons. Le mécanisme qui a été créé vise donc à agir en lieu et place du processus de négociation, de façon indépendante, objective et efficace. La Cour suprême, dans leur renvoi, et plusieurs cours d'appel ont décrit la façon dont le comité devait fonctionner. C'est toujours de recevoir les observations. Dans le fond, les enjeux qui auraient fait l'objet de discussions ou de négociations sont sortis de ce forum de négociation et on invite maintenant les parties non plus à négocier, mais à présenter leurs enjeux, leurs intérêts, leurs souhaits au comité qui a la tâche d'agir comme un filtre, d'agir comme un interlocuteur. On a parlé de buffer, il y a plusieurs qualifications, mais c'est un rôle qui permet de recevoir et surtout d'être le seul forum où les juges peuvent faire valoir leur point de vue. Il est donc important que ce comité, pour être objectif et efficace, n'ait pas son propre agenda, ne soulève pas des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour des parties, qui n'auraient pas été à l'ordre du jour des négociations. Les enjeux définis par les parties sont le champ de compétences, sont les objets que le comité peut et doit considérer et par la suite formuler des recommandations. Le comité O'Donnell a initié cette question de façon fort sommaire
a même référé dans son rapport aux structures pyramidales de l'organisation judiciaire de d'autres pays, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. C'est comme si le comité s'était donné le mandat de revoir la structure organisationnelle de l'ensemble des tribunaux au Québec. Et a donc, semble-t-il, voulu s'inspirer de cette structure pyramidale étrangère. Il y a une courte référence à cette situation dans son mandat, dans son rapport, mais jamais a-t-il soulevé cette question, demandé des observations au gouvernement ou aux juges municipaux sur l'opportunité d'importer cette structure pyramidale. Est-ce que ceci est un facteur ou ne l'est pas? Quel mandat avait le comité aux dents nulles pour soulever cette question d'organisation de l'administration de la justice et d'amener des notions comme des structures pyramidales en 3 lignes dans son rapport? Est-ce que le mandat d'un comité d'être substitué au processus de négociation lui permet d'initier de telles réflexions en l'absence de toute préoccupation des parties? Nous vous soumettons que non. Nous vous soumettons que la modification du statut des juges municipaux de Laval, Montréal et Québec et de la rémunération, parce qu'ici, ce n'est pas simplement une question de disparité salariale. Dans la tête du comité, on créait une pyramide, on plaçait les 2 groupes de juges à des niveaux différents. Est-ce que ceci n'est pas une atteinte à l'indépendance et à la sécurité financière des juges? De la même façon que dans l'arrêt Makin, on a reconnu que la modification du système de juges surnuméraires en juges plus à la vacation affectait également cette question de statut de sécurité Ici, il financière. s'agit d'une recommandation. Dans Macan, il s'agissait d'une décision gouvernementale. Vous avez raison, M. le Alors juge. ici, on va quand même en venir à la conclusion à un moment donné que c'est le gouvernement qui a agi au-delà de sa juridiction et pas le comité. Oui. Mais la recommandation du comité doit bénéficier d'un certain statut. Il ne s'agit pas d'un comité consultatif normal. Il a un rôle constitutionnel, il se substitue au processus de négociation. Et du fait que la recommandation du comité a un certain statut qui doit encadrer et limiter la discrétion gouvernementale. Nous ne contestons pas qu'en bout de piste, c'est l'État qui va fixer les salaires, mais dans un cadre compatible avec le renvoi. Les comités sont substitués aux négociations, font des recommandations. Nous vous soumettons qu'un motif légitime est requis pour permettre au gouvernement de s'éloigner de ces recommandations, que ce motif légitime doit s'apparenter à des préoccupations gouvernementales autres que les sujets de réflexion que le législateur a référés au comité. L'article 246.42 de la Loi sur les tribunaux judiciaires énumère un certain nombre de facteurs. Il est important de les relire constamment, puisque ces facteurs incluent des éléments comme l'indice du coût de la vie, la conjoncture économique, l'évolution du revenu, l'état des finances publiques, les particularités de la fonction de juge, la nécessité d'offrir aux juges une rémunération adéquate, la rémunération versée à d'autres juges exerçant une compétence comparable au Canada. Ce sont là les facteurs qui auraient fait l'objet de discussions et de négociations si on avait négocié. Le législateur, dans la foulée de l'arrêt du renvoi, a référé la réflexion, le forum de discussion sur ces sujets au comité. Nous vous soumettons que sur ces sujets, les recommandations devraient avoir un effet qui oblige le gouvernement à y donner suite, sauf s'il a un motif légitime. Et ce motif légitime doit plutôt s'apparenter non pas aux sujets qui sont de la compétence du comité, mais à des enjeux gouvernementaux plus larges. Par exemple, dans l'arrêt sur le renvoi, le juge Lamère fait l'exercice suivant. Si, à la suite d'une recommandation d'un comité à l'île du Prince-Édouard, qui aurait favorisé ou recommandé un ajustement salarial, le gouvernement avait invoqué les mêmes motifs qu'il invoquait pour avoir agi comme il l'a fait avant le renvoi, le juge Lamère indique que probablement, après ma barre, cela semblerait un motif légitime d'intervention et de non-respect des recommandations du comité. C'est un enjeu gouvernemental plus large.
On voit également que dans l'arrêt récent de Terre-Neuve, en matière d'équité salariale, il y a eu des négociations, il y a eu des ententes, et le gouvernement, pour un enjeu gouvernemental plus large, adopte une loi qui modifie l'entente. On peut penser également que si en 1988, il y avait eu le régime existant présentement et qu'un rapport avait été déposé au gouvernement de Terre-Neuve en même temps qu'il avait fait l'entente, proposant un ajustement à la hausse, on peut peut-être concevoir que cet enjeu gouvernemental plus large, qui n'est pas de la compétence du comité, aurait permis au gouvernement de Terre-Neuve de ne pas suivre la recommandation d'ajustement salarial, de la même façon que cela lui permet de ne pas respecter l'entente, même si cela porte atteinte à un droit visé par la Charte. On peut également penser que si un gouvernement adopte un enjeu gouvernemental plus large que la rémunération des juges, il dit cette année, je n'accorderai et ne négocierai que des ajustements salariaux de 4 ou de 3,5 ou de 2 et tient le fort et applique cette politique de façon générale, est-ce que peut-être on pourrait considérer qu'il s'agit là d'un motif gouvernemental plus large qui permet au gouvernement d'exercer sa responsabilité à l'égard des deniers de fonds publics de façon générale, de s'écarter d'une recommandation d'un comité? Mais je vous soumets qu'il y a un motif légitime qui ne peut découler de la loi sur les tribunaux judiciaires, ni du renvoi au Québec à tout le moins, à savoir que le gouvernement n'a pas le pouvoir d'écarter une recommandation en refaisant l'exercice d'examen des facteurs qui ont été confiés au comité sur la rémunération. Sans ça, cet exercice devient futile dans le cadre du rôle du comité sur la rémunération, son mandat constitutionnel. Alors, il y a également les questions d'erreur intrinsèques d'un rapport qui peuvent justifier sa recommandation. Mais nous croyons qu'il peut y avoir des enjeux qui ne sont pas de la compétence d'un comité de la rémunération, qui sont des enjeux gouvernementaux qui peuvent être des motifs légitimes pour écarter des recommandations. Je vous ai donné quelques exemples. Mais je vous soumets qu'on ne peut pas, à ce moment-là, constituer comme motif légitime simplement une réévaluation des facteurs que le comité a fait et dire que le comité, comme on l'a fait au Québec, a attaché trop d'importance à certains facteurs plutôt qu'à d'autres. Le fait que les recommandations d'un comité ont un tel statut constitutionnel qui s'insère dans le processus établi par les tribunaux, par cette Cour, pour protéger l'indépendance, fait qu'à l'inverse, le comité ne peut pas se saisir de n'importe quelle question et de faire des recommandations sur la réorganisation des tribunaux si ceci n'est pas un enjeu entre les parties. À ce moment-là, quel est son mandat constitutionnel? Qu'est-ce qui justifierait qu'une recommandation faite sur un sujet dans ce contexte-là justifie d'une protection ou d'un statut quelconque? Tout cela forme un tout. Alors, sur le plan constitutionnel, nous vous formulons que parce que le processus remplace un processus de négociation, eh bien, il faut que les enjeux que le comité étudie soient les enjeux qui lui sont amenés par les parties, par les intervenants qui auraient négocié, et non pas l'agenda du comité. Et que d'autre part, du fait que les recommandations du comité ont un certain statut, eu égard à la discrétion gouvernementale, la discrétion en bout de piste demeure, mais elle est encadrée, limitée, structurée par le processus. Et c'est le sens qu'on doit donner, je vous le soumets, à l'existence de ce processus. Et étant ainsi, bénéficiant ainsi d'un certain statut, mais le comité ne peut pas initier. Là, ça tombait bien. Effectivement, le gouvernement n'était peut-être pas en bout de piste à accepter le principe. Mais si le comité avait soulevé et fait une recommandation qui n'avait pas fait l'objet de discussion ou de proposition des parties sur un sujet que le gouvernement, avec lequel le gouvernement n'aura pas été d'accord avec cette recommandation-là, pourquoi serait-il privé, effectivement, de l'écarter? On sort de l'esprit et de l'économie du processus défini dans le renvoi. Le troisième élément constitutionnel pour lequel le comité n'a pas compétence, c'est que nous vous soumettons qu'il devient d'une certaine façon juge et partie. C'est le seul forum où les juges peuvent être entendus. Et là, ce forum a sa propre idée, son propre agenda, sa propre préoccupation. Il n'agit plus simplement à essayer de comprendre le point de vue gouvernemental, le point de vue des autres intervenants, le point de vue des juges, et de formuler des recommandations adéquates et appropriées dans ce contexte. Alors, il devient difficile pour
les juges qui sont devant ce seul forum. Et dans le contexte ici, par exemple, d'être obligé de demander au comité, qui est indépendant et objectif, oui, mais comité, qu'est-ce que sur quoi précisément voulez-vous que nous entende sur la parité? Quelles sont vos préoccupations sur la parité? Ça crée une dynamique qui est incompatible avec le rôle de ce comité qui doit être objectif et indépendant. Alors, c'est la troisième raison pour laquelle nous vous soumettons que le comité O'Donnell n'avait pas la compétence constitutionnelle pour se saisir de cette question, en l'absence de toute préoccupation, de toute question, de toute observation, de toute demande d'un des intervenants. C'était véritablement l'agenda du comité. Nous voulons également vous soumettre que ce comité n'avait pas compétence eu égard à la loi sur les tribunaux judiciaires. La loi sur les tribunaux judiciaires crée un comité avec 2 formations. D'ailleurs, les 2, dans le cas nôtre, il faut toujours se rappeler également que le gouvernement contrôle la nomination de 2 des 3 membres de ce comité. Il y a un comité pour les juges municipaux à la séance et une formation du comité et une autre formation, il y a un certain chevauchement, pour un autre groupe de juges. Les juges de la Cour du Québec et les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec. On donne mandat au comité d'évaluer si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des cours municipales de Laval, Montréal et de Québec sont adéquats. On parle du traitement de ces juges et non pas d'un traitement, à l'article 246.29. Le comité a tenté de justifier sa juridiction pour traiter de cette question sur le paragraphe 9 de la liste des facteurs prévue à l'article 246.42, en disant « Je peux considérer le facteur de la rémunération versée à d'autres juges exerçant une compétence comparable au Canada. » Nous vous soumettons qu'en matière d'interprétation législative, d'une part, le contexte des dispositions concernant le comité vise ailleurs qu'au Québec. Lorsque le Parlement du Québec légifère et réfère à des juridictions ailleurs au Canada, il s'agit des autres provinces ou de la juridiction fédérale, mais cela ne donne pas compétence sur le plan du droit administratif à ce comité pour départager les juges municipaux permanents et les juges de la Cour du Québec. D'ailleurs, au moment de la constitution du comité, il peut y avoir des consultations. Et si vous regardez à l'article 246.31, le mécanisme de désignation, on voit que la conférence des juges municipaux peut être consultée, les villes, etc. Nulle part les juges municipaux permanents de Laval, Québec et Montréal sont-ils consultés nommément. Pourquoi? Parce que c'est clair pour tout le monde qui font partie de la conférence des juges avec les juges de la Cour du Québec. Le contexte législatif également, autour de la loi sur les tribunaux judiciaires, indique que dans les chartes de ces villes, depuis plus de 50 ans, on associait le traitement et le statut de ces juges avec les juges de l'ancienne Cour des sessions du Québec qui ont été intégrés dans la Cour du Québec en 1988. Et lorsque le législateur a fait cette intégration, il a fait suivre l'application des chartes des villes à l'effet que dorénavant, les juges municipaux de ces villes bénéficiaient de la rémunération et du statut des juges de la Cour du Québec. Alors, dans le corpus législatif, il est clair que l'intention du législateur était de maintenir la parité de rémunération et de statut entre ces 2 groupes de juges. Le comité n'avait pas compétence en termes de droit administratif pour écarter cette situation et faire des recommandations qui la modifiaient. Surtout en l'absence que personne ne proposait de changer les lois. Peut-être la situation serait-elle différente si quelqu'un proposait des modifications législatives qui portaient atteinte au statut des juges. Ce n'est pas la situation qui est devant nous. Personne n'a mis ça en cause. Au contraire, même une fois invité par le comité à venir faire des observations, le gouvernement a maintenu ses suggestions salariales qui étaient la même pour les 2 groupes de juges.
Le comité a également mentionné que tout autre facteur que le comité estime pertinent, l'article 246.42 était pertinent. On vous soumet que cet article, ce paragraphe doit être interprété à la lumière de la règle des ius dem generis et ne peut en soi là, créer un facteur aussi significatif et aussi important que la question qu'a voulu soulever le comité. Le comité a également référé au fait que le comité prédécesseur au comité O'Donnell, qui était la deuxième mouture d'un comité après l'adoption de la loi en 1998, le premier comité est connu sous le nom du comité Bisson, l'ancien juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Le comité Bisson avait fait une recommandation d'examiner cette question de la parité. Il n'avait pas pris position, n'avait pas fait de recommandation. La seule recommandation qu'il avait faite, et là, le comité était d'examiner la question. Le comité O'Donnell a cru, à tort, nous vous le soumettons, que le comité Bisson s'adressait au comité O'Donnell. Le premier comité ne peut pas s'adresser au deuxième. Il s'adressait au gouvernement. Le gouvernement n'a pas donné suite à cette recommandation. A fortiori, le comité O'Donnell aurait dû s'abstenir. Et s'il estimait, lui aussi, que cette question méritait attention, d'une part, mais d'autre part, constatant que dans le cadre de son mandat constitutionnel de se substituer aux négociations pour examiner les enjeux amenés par les partis, cela n'était pas là, eh bien, il aurait pu reformuler au gouvernement, mais pourriez-vous regarder ça? Mais là, on est bien loin de ce qu'ils ont fait. Et si le gouvernement donne suite à cette recommandation, d'ailleurs, le gouvernement aurait pu, sans la recommandation Bisson également, amener cette question devant le comité, mais à ce moment-là, les autres intervenants, dont les juges, auraient pu prendre connaissance de la position du gouvernement qui dit, bien voici, moi je propose un écart de tant de pourcents pour tel motif, et voici les autres conditions d'application de ce nouveau régime que je propose. Les juges auraient été en mesure de répondre à ce moment-là de façon spécifique aux enjeux, aux questions posées, aux facteurs réels, et non pas à une question générale, mais qu'est-ce que vous pensez de la parité? Ce qui a été le cas. Donc, la recommandation du rapport Bisson ne peut être un facteur justifiant la compétence du comité O'Donnell. Quoi qu'il en soit de la juridiction, pour fin de discussion, prenons pour acquis que cette juridiction existe. Encore faut-il qu'elle soit exercée équitablement. Nous vous soumettons que la procédure suivie par le comité est un manquement aux règles élémentaires d'équité. Surtout, je le répète, lorsque le comité est le seul forum où les juges peuvent faire des observations. À ce moment-là, le comité a une responsabilité réelle de s'assurer que les juges ont toute l'opportunité efficace de faire des observations sur les aspects significatifs de la réflexion. Ça se fait naturellement lorsque la proposition vient d'ailleurs, vient d'un autre intervenant. Mais là, le comité ne l'a pas fait. Et je vous soumets que ce n'était pas aux juges à dire au comité comment fonctionner quand c'est leur tribunal, d'une certaine façon, mais ce n'est pas un tribunal, c'est un organisme. D'ailleurs, au Québec, il n'y a pas de contre-interrogatoire ou de témoins, il y a des rencontres, des échanges, des observations, des questions, telles qu'il appelle des transcriptions. Mais ça demeure le forum qui doit être indépendant, et c'est à ce forum, sachant qu'il a un rôle constitutionnel, sachant que ses recommandations auront un certain statut face au gouvernement, que ces recommandations devront encadrer, possiblement limiter la discrétion gouvernementale d'allocation des dépenses publiques, eh bien, c'est à ce comité de s'assurer que le traitement que recevra les juges qui comparaissent devant lui est équitable. Parce que les juges ont un statut particulier. Ce sont les seuls devant le comité qui, une fois les recommandations formulées, doivent maintenant se retirer du jeu. Les barreaux peuvent continuer à faire des recommandations, à faire des débats. Les villes peuvent continuer à discuter politique et de statut et d'organisation des cours municipales. Le gouvernement peut continuer à faire ce qu'il fait. Les juges doivent attendre et subir. C'est pour ça que
l'aspect de la compétence est essentiel, mais également l'aspect du traitement équitable. Et à la page 32 de mon mémoire, je réfère au premier arrêt du Newfoundland Association of Provincial Court, Judges in Newfoundland. The process is designed to bring... Le processus vise de- Page 32 de notre mémoire. The process Le processus vise à en arriver à un examen raisonné et rationnel sur tous les aspects de la question. L'analyse doit se faire suivant des objectifs, des critères objectifs, mais ce serait incomplet si tous les critères pertinents n'étaient pas proposés à la Commission. Et j'ajouterais, n'ont pas été présentés au juge. La Commission doit être pleinement informée. et de l'initiative du comité, à ce moment-là, ce sont les juges who must be fully informed by the committee, which was not done. Et ce n'a pas été fait ici. La Commission doit être pleinement informée quant à la nature des représentations pour pouvoir faire rapport sur les changements proposés ou le gel. Et puisque les positions des partis doivent être analysées à l'aune du débat rationnel, il s'ensuit que les motifs derrière les positions doivent être exposés. À partir du processus suivi par le comité et la nature de ses recommandations, le rational debate must be limited. Le débat rationnel doit être limité. Aspect important qui doit être considéré, et que la recommandation du comité, si elle devait survivre, aurait un impact certain sur la perspective de rémunération et les perspectives de rente de retraite des juges. Les deux seraient diminués de façon significative. Il y a d'autres enjeux qui n'ont pas été discutés. Par exemple, la loi prévoit que les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec sont déclarés aptes à être membres de la Cour du Québec et le gouvernement peut les y transférer. On sait que la législation prévoit un mécanisme de vérification de l'aptitude des candidats avocats au poste de juge de la Cour du Québec. Les juges municipaux de Montréal, Laval et Québec peuvent être transférés. Est-ce que le comité n'aurait pas dû se pencher ou à tout le moins recevoir les observations des intervenants pour minimiser l'impact négatif? Bien qu'effectivement, dans l'arrêt Makin, on parlait d'une décision gouvernementale qui n'avait pas passé à travers le crible d'un comité, le juge Gontier avait quand même souligné que l'absence de clause de droits acquis en faveur des juges surnuméraires en fonction et des juges de la Cour provinciale nommés avant l'entrée en vigueur vient aggraver cette première atteinte du non-respect du processus constitutionnel. Je vous soumets à tout le moins que cette question de transition, cette question de droits acquis, particulièrement quand on considère la législation en vigueur au Québec, doit être examinée par le comité. Si c'est de sa propre initiative qu'il amène la question, c'est lui qui définit les paramètres et à ce moment-là, il avait une obligation de traiter de cette question. De la même façon que la Cour, dans l'arrêt L, a également regardé la question du traitement des juges de paix qui avaient été destitués afin de voir si cela n'avait pas impact sur la notion de sécurité financière dont doivent bénéficier les juges. Alors, le comité O'Donnell n'a posé aucune question, n'a formulé aucun commentaire et fait aucune recommandation à cet égard. Finalement, en ce qui concerne la réponse du gouvernement, le gouvernement a accepté le principe de la parité, un petit cadeau qu'il a reçu sans doute, il n'a pas eu à en débattre, et là a fixé les augmentations à 4 et 8 pour les juges d'une part les juges municipaux permanents et d'autre part les juges de la Cour du Québec. Essayez de comprendre pourquoi 4, pourquoi 8. Je vous soumets qu'il y a, même si c'était un motif légitime, à ce moment-là, le test de la rationalité simple n'est pas rencontré. Au contraire, le gouvernement accepte que, eu égard à l'ensemble des motifs normaux pour justifier une augmentation dans sa rationalité, ces motifs-là valent 8 pour les juges de la Cour du Québec. Les mêmes motifs qui sont d'ordre général, économique, etc., justifieraient également 8 pour les juges municipaux
On les pénalise vraiment à ce moment-ci. Il aurait fallu, s'il y avait eu un semblant de rationalité, donner 8 aux juges municipaux, aux juges de la Cour du Québec, ou 12 aux juges de la Cour du Québec, et 8 à tout le monde. Et là, donner une prime à ceux qui doivent avoir plus. Donc, simplement, cette recommandation-là de 4 et 8 n'a pas de fondement rationnel. Quand même, y aurait-il eu un motif légitime pour le gouvernement de ne pas suivre la recommandation O'Donnell au niveau des quantums? Le test n'est pas suffisant. Il ne suffit pas qu'il y ait un motif légitime. La deuxième étape, c'est est-ce qu'il y a une rationalité? On vous soumet que le 4 et 8, il n'y en a pas de rationalité. La conclusion serait que pour les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec, eh bien, d'une part, l'absence de recommandations valides de la part du comité O'Donnell rend évidemment caduques les réponses du gouvernement et les décrets qui ont été adoptés et les législations par la suite, puisque cela a été fait en l'absence de recommandations valides. Et d'une part, la parité devrait être rétablie et rétablie au niveau recommandé par le comité O'Donnell, puisque le 8 et le 4 je vous le soumets, ne tiennent pas la route. Est-ce que vous êtes en train de dire que le test de rationalité s'applique non seulement au refus de suivre les recommandations de la Commission, mais aussi à la décision qui est prise par le gouvernement après avoir refusé la recommandation? Parce qu'il me semble que vous venez de dire que le gouvernement, s'il n'avait pas suivi les recommandations de la Commission quant au montant à payer en salaire, qu'il devait justifier le 4 devait justifier le 8 devait justifier n'importe quelle mesure positive qu'il va prendre après avoir refusé des recommandations. Dans ce cas-ci, je vous soumets qu'il est difficile d'analyser la position du gouvernement en termes de réponse aux recommandations sans également tenir compte du geste positif qu'il fait ou de sa décision. Je n'en fais pas une question de principe, là, mais factuellement, lorsqu'on lit la réponse du gouvernement, ce que je vous soumets, c'est qu'il est difficile d'examiner s'il y a un motif légitime rationnel de s'écarter ou de ne pas suivre la recommandation, sans également voir ce qu'il fait. Et la réponse est d'ailleurs formulée comme un tout, et c'est une distinction qui m'apparaît difficile à faire. Peut-être dans d'autres circonstances, effectivement, sur une base factuelle différente, la réponse pourrait être différente. Mais eu égard à cette réponse-ci, je vous soumets qu'effectivement, le test de la rationalité de la réponse gouvernementale inclut un élément de cette réponse qui est le 4 et le 8 Alors, merci Madame la juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges. Mr. Frater. Maître Frater. Merci, Madame la juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges. Les avocats des différents groupes de juges ont tenté de définir les questions essentielles de la manière suivante. En apportant des perfectionnements à l'arrêt du renvoi de l'île Prince-Édouard, on peut améliorer l'efficacité du processus. Je vais m'assurer que vous entendiez la proposition selon laquelle la Cour suprême doit rendre possible l'outil d'un rapport exécutoire pour assurer cette efficacité. Il y a l'approche directe et indirecte. L'approche directe est de vous demander de rendre le rapport de la commission exécutoire. On vous demande également qu'il y ait présomption de caractère contraignant, d'en faire un tribunal quasi d'arbitrage ou de rendre obligatoire le fait que si le gouvernement cite une raison illégitime, certaines mesures s'en suivent. Je dirais qu'il y a 6 raisons qui font que de rendre les rapports exécutoires ou contraignants ne sont pas un recours acceptable. D'abord, c'est contraire au texte de la loi constitutionnelle de 1867 à l'article 100. De manière explicite et de façon implicite ailleurs. Maître Shepard a parlé de ceci hier. On a soulevé la question de nouveau ce matin. J'aimerais ajouter quelques points. Dans l'arrêt Beauregard, la Cour suprême a dit que quelqu'un doit fixer la rémunération et c'est le gouvernement qui doit le faire.
Le résultat de ces arrêts ne doit pas être une modification implicite à l'article 100 pour qu'il se lise. En fait, les salaires, etc. des juges seront déterminés par le Parlement de la façon qui sera recommandée par une commission sur la rémunération des juges. Cela serait utiliser une partie de la Constitution pour l'emporter sur une autre partie. Cela ne peut être fait selon les précédents établis dans cette Cour. Deuxièmement, un point qui est une variation sur le thème du premier, ce serait contraire à la jurisprudence de la Cour suprême fondée sur la Charte. Je parlerai de l'arrêt 12.7 au paragraphe 56 où vous avez dit qu'un redressement juste en vertu de la Charte doit être légitime en relation au cadre constitutionnel de notre démocratie et de rendre le rapport obligatoire irait à l'encontre de cela. Troisièmement, de rendre les rapports exécutoires plutôt que de prendre la mesure que nous trouvons adéquate, c'est-à-dire renvoyer la question au gouvernement, suppose soit que le gouvernement agira de mauvaise foi ou que le gouvernement est incapable d'agir de bonne foi à cause de ses intérêts. Je vous soumets que la Cour ne doit pas faire ce genre de présuppositions concernant toute partie au processus. La seule garantie réelle d'un processus efficace est peut-être la bonne foi de tous les participants. Quatrièmement, ce que vous devez reconnaître dans les prétentions des avocats des groupes de juges, c'est que ce qu'on propose est un écart important par rapport à la règle constitutionnelle récemment établie. Il ne s'agit pas de changement graduel. Dans l'arrêt du renvoi du Prince-Édouard, vous avez dit que les recommandations des commissions n'étaient pas contraignantes. Beaucoup de précédents de la Cour suprême indiquent que de s'écarter de précédents constitutionnels est une question sérieuse, grave. Il faudrait au moins montrer de façon probante, selon les faits, que le processus, depuis le renvoi de l'île de Prince-Édouard, ne fonctionne pas et que les changements proposés apporteront vraiment une amélioration. J'ai noté que dans les exposés des représentants des cours fédérales que le processus fédéral fonctionne. Mon confrère de la Saskatchewan vous parlera de la façon dont le processus fonctionne bien en Saskatchewan. Je dirais ici que le fardeau de la preuve pour ceux qui demandent du changement est loin, ils sont loin d'avoir fait la preuve. Cinquièmement, lorsqu'on demande que les rapports soient exécutoires, on demande un mandamus contre des gouvernements qui exercent un pouvoir discrétionnaire en vertu de la Constitution. Ce n'est pas un devoir législatif obligatoire. Et nous disons dans notre mémoire, où nous citons Bodner, notamment que cela est contraire aux positions prises par la Cour suprême auparavant. Enfin, nous disons que le redressement adéquat serait de renvoyer la question au gouvernement. Cela améliorerait le processus et ce serait une façon de dire au gouvernement que les raisons données sont soit non légitimes ou irrationnelles, et c'est une façon d'exiger que le gouvernement prenne le processus plus au sérieux. En conclusion, je veux souligner le fait que nous rejetons la prémisse de la question telle que formulée au début de mon exposé, c'est-à-dire que le renvoi de l'île Prince-Édouard a mené un processus non efficace. Une meilleure manière de définir la question centrale dans ces affaires est celle que d'autres procureurs généraux ont avancée, c'est-à-dire qu'un observateur raisonnablement informé doit conclure que la réaction du gouvernement menace l'indépendance judiciaire. Pourquoi est-ce important? J'aimerais rappeler qu'il y a des questions constitutionnelles importantes. Nous sommes intervenus dans les affaires de l'Alberta et du New-Brunswick pour dire que c'est important. Je vous demanderai de prendre en compte dans vos réponses à ces questions que l'observateur raisonnablement bien informé
est plus vraisemblable de percevoir qu'il y a menace à l'indépendance des juges s'il y a diminution que s'il y a augmentation à un niveau différent de celui qu'on attendait. Peter Van Dusen, one of Canada's most trusted anchors, leads his primetime politics team for a brand new season of hard-hitting interviews and detailed analysis on CPAC. With a new minority parliament, new players, and new expectations, it's a whole new game on the Hill, and primetime politics is there. Weeknights 8 p.m. Eastern. See it on CPAC, Canada's political channel. Frank, you make $6 a week. You work 28 weeks. So, you multiply the first number. Oh, Dr. Spock, can't it wait till we get to the reading exams? I can't do it in my head. Dude, Frank, give it a go. Yeah, okay. So it's 28 times 6? Okay. Yep. It's good, Sean. Now, a whole page of big M's and small M's, okay? Trembled as she touched her lips to his. Look it up. Dr. Spock, In the you know book. you ain't the first doctor to come in here working. There was a guy named Bethune. Yeah, Norman Bethune. Oh, yeah. Yeah, I heard of him. What was he like? It was okay. Didn't treat us all like little kids the way you do anyhow. Starting in 1899, a movement of volunteer teachers brought literacy in numbers to work camps across the country, evolved into Frontier College, and now, a century later, has taught reading and basic skills to millions of Canadians. Think politics is boring? Think again. Award-winning journalist Ken Rockburn is back with his in-your-face attitude for another season of cut-to-the-chase interviews and no-holds-barred style. Why the hell do you want to be part of this party? Nature is important to Canadians. Maybe I'll come work for you. This fall, talk tough, talk Rockburn, talk politics. See it on CPAC, weeknights 9 p.m. Eastern, on Canada's political channel. Madame la juge en chef, Messieurs et Madame les juges, l'Ontario vous soumet que la Cour suprême doit confirmer les exigences confirmées dans le renvoi de l'île du Prince-Édouard, d'accepter que le processus devienne exécutoire en imposant une norme plus élevée au gouvernement pour qu'il refuse les recommandations, nuirait à l'équilibre délicat qu'on cherchait à atteindre dans l'arrêt du renvoi de l'île du Prince-Édouard, qui visait à répondre à deux impératifs d'ordre constitutionnel: l'autorité des gouvernements de fixer la rémunération des juges et en même temps l'interdiction pour les gouvernements de menacer l'indépendance judiciaire. L'arrêt permet au gouvernement de respecter ses obligations et de tenir compte des décisions en matière de dépenses et en même temps crée un processus qui assure que l'indépendance judiciaire est protégée. Cela impose un processus qui assure une légitimité à la prise de décision par le biais de la transparence et des exigences importantes associées au processus. Nous soumettons donc que l'arrêt de l'île du Prince-Édouard représente une position intermédiaire entre des décisions unilatérales de la part des gouvernements et un transfert complet du pouvoir à une commission ayant des pouvoirs de produire des rapports exécutoires. Nous disons que pour ce qui est de l'efficacité du processus des commissions, il est important de se rappeler que l'efficacité est un terme relatif. Nous soumettons que le processus est efficace et qu'il est important de voir l'importance des différentes étapes du processus. Le processus initial, avant que la Commission entende les témoignages des deux parties concernant la rémunération adéquate, est important également. Comme d'autres l'ont dit, il n'y a pas de réponse exacte. Une décision quant à la rémunération doit prendre en compte différents facteurs. C'est une décision traditionnellement législative. Nous avons vu dans certains des mémoires des interventions inaudibles.
Le fait que certains rapports sont rejetés ou presque complètement rejetés ne signifie pas que le processus ne fonctionne pas, à moins que l'on ne suppose que le seul critère d'efficacité est le fait d'accepter complètement un rapport. Selon nous, un examen en profondeur des travaux ou du rapport montre qu'il y a efficacité parce que le gouvernement et l'appareil judiciaire présentent des arguments et des preuves sur lesquelles la Commission se fonde et, au bout du compte, si le gouvernement n'accepte pas complètement une recommandation, il doit s'expliquer. C'est un genre d'efficacité qui est, selon nous, importante. L'objectif était d'éviter une confrontation directe et maintenant, cette confrontation a lieu devant les tribunaux. Je vous soumettrai qu'il y avait plus d'un objectif. Oui, on voulait éviter la confrontation, mais il fallait également assurer que le processus était légitime et protégeait l'indépendance. Selon moi, la transparence qui existe dans ce processus est une protection très solide de l'appareil judiciaire. Également, si on apporte des précisions quant à la norme d'examen ou si on la confirme, comme nous le proposons, cela pourrait éviter les différentes approches différentes qui ont été prises devant les tribunaux et qui entraînent d'autres examens ou contrôles. Mais que proposez-vous quant à cette norme de contrôle? Nous disons que la norme de contrôle doit être maintenue telle qu'elle et qu'il s'agit d'un critère de rationalité. Il faut quand même, selon ce critère, que les gouvernements réagissent aux recommandations en présentant une décision motivée, quel que soit le format qui dépendra du contexte. J'aimerais revenir à mon premier point avant de revenir au motif. Le simple fait que le gouvernement ait à élaborer et présenter ses options et ses politiques et ses recommandations à la Commission implique une certaine discipline pour le gouvernement et cela rend légitime le processus. C'est un effet important. Ensuite, nous avons un dossier auquel réagit la Commission qui émet des recommandations et ensuite le gouvernement doit réagir aux recommandations. Encore une fois, cette étape est une partie importante du processus qui a un effet positif. Les motifs donnés par le gouvernement doivent être raisonnables, fondés et peuvent être examinés par un tribunal. Alors, bien qu'il n'y ait pas efficacité absolue, puisque la recommandation exacte de la Commission ne doit pas être complètement acceptée nécessairement, l'objectif du renvoi de l'élu précédent était d'assurer qu'il s'agisse d'un organe consultatif qui produit un rapport qui forme la base selon laquelle le gouvernement doit accepter ou refuser, mais avec des motifs. Nous disons que les tribunaux vont assurer que le gouvernement prenne au sérieux les travaux de la Commission et que la réaction des gouvernements prenne en compte les recommandations et que les gouvernements traitent avec sérieux les commissions. La norme ne permettra pas de refus arbitraires ou capricieux. Quelles seront les raisons suffisantes? Selon nous, cela dépendra toujours du contexte. La décision de Terre-Neuve, auquel on fait référence dans l'affaire du Québec, donne 12 points généraux, théoriques, et on dit qu'une conclusion seule ou une conclusion non motivée n'est pas suffisante. Il faut que ce soit logique, etc. On dit également, puisqu'on a soulevé ce point, que la repondération d'un facteur particulier est bien sûr possible, mais on doit donner des raisons à l'appui. On ne peut pas simplement dire qu'un facteur doit avoir plus ou moins de poids. Donc, encore une fois, ici, on impose une certaine discipline au gouvernement. Et cela renforce la légitimité du processus. En effet, les gouvernements doivent présenter des raisons suffisantes de leur désaccord.
Vous êtes d'accord avec cette liste de 12 critères? Oui. Selon nous, cependant, cela sera toujours contextuel. Ça dépendra des recommandations et des motifs. Nous disons qu'il faut tenir compte de toute la décision. La rémunération est un ensemble et dont les différentes parties sont interreliées. Alors, selon nous, il n'y a pas de formule magique concernant ces motifs. On n'a pas besoin d'une réfutation, une ligne à la fois de toutes les recommandations de la Commission ou du Comité. Toutefois, nous soumettons que la Cour pourra assurer que les travaux de la Commission sont pris au sérieux. Et un autre point en faveur du maintien du critère de rationalité, c'est que la Cour ne doit pas évaluer le bien-fondé. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un aspect qui peut poser problème étant donné la nature de la prise de décision et étant donné le fait que certains juges examinent le salaire d'autres juges. D'autres normes dont on a parlé, soit rendre le rapport de la commission exécutoire ou quasi obligatoire. Cela se produit que ce soit un équivalent de l'article 1, une norme civile en appel. Le libellé proposé par la Conférence des juges de l'Ontario constitue une norme très élevée à laquelle nous faisons référence à l'anglais 6 de notre recueil, à des précédents aux États-Unis où l'on utilise le même libellé. Ce n'est pas une phrase utilisée au Canada, mais l'interprétation américaine de cette phrase en fait une norme très stricte, très élevée. Et nous faisons référence également à la manière dont d'autres administrations ou juridictions ont abordé la question. En Irlande, en Écosse, on a des approches où l'on fait preuve de retenue et on respecte l'autorité du gouvernement de déterminer la rémunération. La seule obligation constitutionnelle dans certains de ces pays, par exemple aux États-Unis, est une interdiction pour que les gouvernements ne puissent pas diminuer les salaires. En conclusion, nous soumettons donc que la question la plus importante est de savoir si le processus de détermination de la rémunération est efficace et est-ce qu'il continuera à être efficace s'il n'est pas contraignant. Et nous disons que oui, parce que le processus assure la transparence des travaux, la légitimité également et permet de favoriser une analyse optimale des politiques qui sert de base à la décision en matière de rémunération. Il y a efficacité puisqu'on offre une tribune où les juges et les gouvernements peuvent avancer des arguments sans être en apparence de position de négociation inappropriée. Nous disons que les juges et gouvernements ont assumé leurs responsabilités, ont pris leurs responsabilités au sérieux lorsqu'ils ont participé au témoigner devant les commissions, et nous disons que les juges doivent considérer le processus comme étant efficace. Ce processus a été créé, bien sûr, découlait d'une situation de fait où les gouvernements avaient réduit considérablement les salaires. Depuis la création des processus, après le renvoi de l'île du Prince-Édouard, comme nous l'indiquons à l'onglet 1 de notre recueil, les salaires des juges ont augmenté de façon importante, nonobstant le fait que les gouvernements n'ont pas accepté toutes les recommandations de chacune des commissions. Maître Bergeron. Madame la juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, alors le procureur général du Québec qui est intervenant dans les dossiers de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. Dans le cadre de ma présentation ce matin, je ferai quelques commentaires, brefs commentaires sur les décisions respectives de chacune de ces cours d'appel en dressant un parallèle avec l'arrêt de la Cour d'appel du Québec de mai 2004. De façon générale, nous sommes d'accord avec, en fait, nous sommes en total désaccord avec l'arrêt de la Cour d'appel dans le dossier de l'Alberta, plus particulièrement sur l'interprétation et l'application de la norme de justification applicable à la réponse du gouvernement.
En revanche, le gouvernement du Québec est d'accord avec d'accord avec l'interprétation donnée par la Cour d'appel de l'Ontario quant à l'interprétation et l'application de cette norme de justification et du test de la simple rationalité applicable à la réponse du gouvernement. On remarque également dans le jugement du Nouveau-Brunswick que la retenue de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick face à la réponse du gouvernement, et nous croyons que c'est l'approche qui est celle qui doit être suivant les enseignements de la Cour suprême dans le renvoi et également les règles en matière constitutionnelle. Pour revenir à la décision de la Cour d'appel de l'Alberta, en fait, la Cour d'appel de l'Alberta impose au gouvernement un fardeau beaucoup trop lourd pour justifier sa décision. La Cour d'Alberta oblige premièrement la démonstration de circonstances exceptionnelles et, dans un deuxième temps, l'obligation pour le gouvernement de démontrer la rationalité de sa décision suivant ces circonstances exceptionnelles. Il s'agit d'une obligation pour le gouvernement qui est très haut standard de justification, ce qui est contraire au test de la simple rationalité édictée par la Cour suprême, par cette Cour dans le renvoi, et également contraire aux principes constitutionnels suivant lesquels ça revient au gouvernement de fixer ultimement le traitement des juges. Je souligne même, en fait, un passage de la juge Paperny qui indique que les recommandations lient à toute fin pratique le gouvernement et ce n'est que très rarement qu'il pourra utiliser son pouvoir de les refuser ou de les modifier. En fait, la Cour d'appel de l'Alberta considère à toute fin pratique que le comité est un arbitrage dans lequel se posent les propositions du gouvernement, les considérations du gouvernement à celles des juges. C'est créé ici un débat contradictoire et je pense que c'est contraire, en fait, à ce qui avait été proposé comme processus constitutionnel par cette Cour. En fait, le raisonnement adopté par la Cour d'appel de l'Alberta et plus tard le raisonnement adopté par la Cour d'appel du Québec est semblable à celui adopté par la Cour d'appel de l'Alberta. En fait, sous des termes différents, la Cour d'appel du Québec oblige également, en fait, ou rend à toute fin pratique exécutoire les recommandations du comité. Ce qui est surprenant du jugement de la Cour d'appel du Québec, et je vais vous référer brièvement à certains passages, c'est qu'après avoir fait une interprétation ou une analyse de ce que devrait être le test de rationalité, ils en arrivent à des conclusions tout à fait différentes. Et je m'exprime, comme je dis, brièvement. Dans la décision de la Cour d'appel du Québec au paragraphe 32, et je vous cite, la Cour d'appel s'exprime « Il faut donc, en parlant de cette norme de justification, il faut donc moduler la norme de justification de manière à concilier deux impératifs. Préserver l'indépendance judiciaire sous l'angle de la rémunération des juges, mais laisser à l'exécutif et au législatif de qui elle relève, en dernière analyse, la décision de fixer des priorités dans les dépenses publiques. » Pensons qu'ici, la Cour d'appel du Québec s'exprime correctement sur quels sont les deux pôles qui sont à respecter dans la détermination de la rémunération. Plus loin, au paragraphe 33, on indique « Il ne saurait être question à l'encontre de la réponse gouvernementale de faire bénéficier la détermination d'une commission d'une quelconque principe de retenue, ni, à plus forte raison, d'imposer au gouvernement l'obligation de démontrer le caractère déraisonnable de ces déterminations. » Donc, après avoir exprimé ce principe, la Cour d'appel en arrive au paragraphe 50, 51 et 52, au ratio de la décision, qui est effectivement le test qu'il applique dans les circonstances, qui est tout à fait contraire à ce qu'on vient de voir comme principe. Et je dirais même que je viens d'entendre ma consoeur qui faisait référence aux 12 propositions qui étaient alléguées par la Cour d'appel comme étant peut-être des exemples de rationalité. Et on arrive au paragraphe 51-52, comme je vous dis, qui est le ratio de la décision de la Cour d'appel. Et on dit, je vous le dis brièvement,
51, il incombe au gouvernement d'établir, au moyen d'une approche rationnelle et objective, l'un ou l'autre de plusieurs facteurs ou circonstances susceptibles de justifier ce refus. Il en serait ainsi, par exemple, de la survenance postérieure au rapport du comité d'événements et de faits de nature à substantiellement modifier le fondement factuel des recommandations refusées, ce qui n'est pas le cas en espèces. De la démonstration que le comité aurait sans motif ignoré, passé sous silence ou oublié des arguments substantiels soumis par le gouvernement. Alors, on impose ici la démonstration d'une erreur du comité. Troisièmement, de la démonstration d'erreurs, de faits ou d'analyses de nature déterminante en regard du fondement factuel retenu par le comité. Encore une fois, il est clair qu'on impose la preuve, la démonstration d'une erreur du comité dans ses recommandations, ou encore de la démonstration de façon objective et rationnelle d'une pondération et d'un équilibre erroné de la part du comité. Je vous soumets respectueusement que le test imposé ici par la Cour d'appel a pour effet d'obliger, en fait, de rendre les recommandations du comité exécutoires dans la mesure où le fardeau imposé au gouvernement est extrêmement lourd. Il est lourd non seulement par la preuve qu'on exige la démonstration d'une erreur, mais également par le fait qu'en matière d'évaluation de faits sociaux et politiques, tel qui est le cas dans l'évaluation de la rémunération, il est très difficile de faire la démonstration d'une erreur parce qu'il s'agit souvent d'une évaluation de circonstances ou de faits sociaux, économiques, dont la justesse ou la certitude n'existe pas. On peut dire, par exemple, et je vous donne un exemple, est-ce qu'il y a un problème de recrutement de juges au Québec? On peut avoir une position qui est oui, il y en a. On peut avoir une position qui non, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y a une erreur dans la position et l'effet que peut-être il y en aurait une? C'est difficile à démontrer. C'est plutôt deux positions, deux divergences, mais dans lesquelles on ne peut pas nécessairement dénoter une erreur. Dans l'exemple que vous suggérez, c'est peut-être un cas où c'est possible d'avoir des données objectives. Bien, ça dépend toujours de l'interprétation qu'on fait des données. Et je vous dirais qu'en fait, dans le cas que je vous donne, c'est un bon exemple dans la mesure, si je continue dans le jugement de la Cour d'appel, justement sur cette question même de la question d'attraction des juges, des avocats au poste de juge. Comme vous savez, mon collègue Matt Shepard vous a fait état que c'était, puis Matt Chatelain également, que c'était une des considérations de la réponse du gouvernement de dire, écoutez, au Québec, parce que le rapport du comité O'Donnell, c'était basé beaucoup sur cette réalité-là qu'il considérait importante de la nécessité d'attirer d'excellents candidats, donc d'aller chercher, puiser dans le bassin des avocats de pratique privée un plus grand nombre de juges. La Cour, comme vous savez, dans la réponse du gouvernement, le gouvernement prétend qu'il n'y a pas ce problème d'attraction et que le fait d'avoir peut-être un plus grand nombre de juges provenant du bassin, des avocats provenant du secteur public est tout à fait adéquat. Et sur ça, la Cour d'appel, et je vais vous référer tout de suite, la Cour d'appel répond de cette façon au paragraphe 107 et 108, et ça vous donne l'exemple de ce que je vous expliquais. Au paragraphe 107, la Cour d'appel dit « Ah, si l'on considère le choix politique du législateur qui a fixé à 10 ans d'expérience l'éligibilité d'un avocat à la magistrature et le fait que le droit pénal, le droit de la jeunesse ainsi que le droit administratif représentent une très importante partie des affaires relevant de la compétence exclusive de la Cour du Québec, il peut paraître extrêmement difficile de conclure que le secteur public ne constitue pas un des bassins d'avocats les plus expérimentés et compétents susceptibles de devenir juge en matière pénale ou administrative. Cela explique qu'une majorité de candidats provenant de la Couronne, de l'aide juridique et des contentieux du ministère se portent candidats pour des postes de juge à ces divisions spécialisées de la Cour du Québec. Et la Cour de l'appel de dire « Mais est-ce suffisant pour permettre au tribunal de conclure que les motifs donnés par le gouvernement dans sa réponse sont nécessairement légitimes parce qu'ils sont rationnels? » Je vous réponds « Oui ». La Cour d'appel a répondu non, que ce n'était pas suffisant, mais c'est un bon exemple d'une divergence, en fait, où est-ce que le gouvernement du Québec considère que les nominations, l'attraction au poste de juge est suffisante et le bassin de recrutement provenant du secteur public est adéquat. La Cour d'appel dit que ça peut être rationnel,
Mais est-ce suffisant pour remplir le test de la simple rationalité? On voit plus loin que la Cour d'appel dit non, mais je vous soumets respectueusement que c'est un exemple où est-ce qu'on a une décision du gouvernement qui est rationnelle et probablement peut-être une recommandation du comité qui est également rationnelle. Dans la norme de contrôle, c'est justement, est-ce qu'il y a une nuance à faire entre simple rationalité et légitimité? C'est ça qu'on est intéressé à vous entendre sur la norme de contrôle. Non, c'est ça, mais c'est comme ici, la norme de contrôle, en fait, la norme de contrôle est la suivante. La norme de contrôle est celle de la simple rationalité, et elle est la suivante. Le gouvernement, dans sa décision et dans sa réponse aux recommandations du comité, doit, d'une part, émettre une réponse qui est motivée, avec une motivation. La réponse doit répondre aux recommandations du comité, et ces motivations-là doivent, dans un premier temps, répondre à des objectifs d'intérêt public au sens large, et dans un second temps, être reposées sur un fondement factuel raisonnable, et on doit évaluer ce fondement factuel raisonnable. Mais donc, la réponse du gouvernement peut être rationnelle, et les recommandations du comité peuvent également être rationnelles. Il n'y a pas à démontrer dans la réponse du gouvernement une erreur du comité, une mauvaise pondération du comité ou des lacunes dans les recommandations du comité. Donc, selon vous, on en revient au critère de la raisonnabilité. De la rationalité. On en revient au critère de la simple rationalité telle qu'est dictée par cette Cour dans le renvoi. En bout de course, vous en êtes au fondement factuel raisonnable. Oui, qui est un des éléments de la simple rationalité, tel que, en fait, le précise cette Cour dans le paragraphe 183 du renvoi. En somme, un désaccord fondé sur un fondement factuel serait suffisant à l'intérieur, dans votre interprétation de la norme de simple rationalité, pour justifier de mettre de côté ou de modifier les recommandations de la Commission. Dans la mesure où ce désaccord est justifié, dans la mesure où ce désaccord repose, encore une fois, sur des intérêts publics au sens large, et ce désaccord a un fondement factuel raisonnable et qu'on répond à la recommandation, à notre avis, ça satisfait la norme de justification de la réponse du gouvernement. Merci. Maître Mignot. Maître Mignot. Madame la juge en chef, messieurs, mesdames les juges. Le procureur général du Nouveau-Brunswick a pas mal tout dit ce qu'il voulait dire hier. Il y aurait juste quelques points que j'aimerais discuter ce matin brièvement. La première, c'est la suggestion qui se retrouve dans certains mémoires écrits de certaines associations de juges qui disent que la Cour devrait accepter le test qu'il propose, sans quoi on risque de retomber dans les vieilles traditions, les vieilles habitudes de négociations secrètes et de compromis que la Cour avait tenté de régler en 1987. Nous soumettons que cette Cour s'est prononcée très clairement que la norme constitutionnelle exige qu'il n'y ait pas de négociation secrète. Pour que les partis retombent dans cette vieille habitude, il faudrait que deux organes publics, dont l'un se dit un protecteur de la Constitution, ignorent les enseignements de cette Cour et retombent dans ce qui a été explicitement et strictement interdit. Et donc, nous soumettons que ce n'est pas... cette position n'est pas justifiée et les conséquences ne seraient pas réalisables. Deuxièmement, une autre association va sûrement tenter de vous convaincre concernant l'interprétation donnée au renvoi anti-inflation et pour quelles raisons la Cour aurait formulé un test de rationalité. On mentionne, entre autres, que ça se fonderait sur la nature du processus démocratique qui est impliqué. Entre autres, on affirme que puisque les provinces peuvent utiliser un forum public pour se défendre essentiellement, que c'est cette raison qui aurait motivé cette Cour à formuler un test si lax, si bas.
Nous soumettons qu'il n'y a aucune telle suggestion dans le renvoi anti-inflation comme tel. En fait, je vais lire brièvement une citation, je pense, qui est tout à fait explicite sur ce point, à la page 483, qui explique le fondement du raisonnement de la Cour du choix du test de rationalité. Ça traite évidemment des éléments de preuve extrinsèques. À la page 423, cette Cour, où la majorité, sous la plume de M. le juge en chef, écrivait à ce moment: en examinant ces éléments de preuve et en appréciant leur poids, la Cour ne se demande pas s'ils démontrent l'existence des circonstances exceptionnelles comme on prouve un fait dans une cause ordinaire. La phrase suivante est particulièrement pertinente, et je mets l'emphase dessus. Elle est appelée à se prononcer sur une question de politique, sociale et économique, c'est-à-dire sur le jugement exercé par le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire le prononcé du gouvernement. Et nous soumettons, c'est la raison pourquoi cette Cour a utilisé un test de rationalité dans cette cause, et non un test découlant des considérations du processus démocratique comme qu'il sera suggéré sûrement à la Cour. Et sujet à toute question, ce serait l'essence de mes... Mr. Copley? Maître Copley. Madame la juge en chef, Mesdames et Messieurs les juges, la position du procureur général de la Colombie-Britannique est énoncée au paragraphe 437 de notre mémoire. Je vais le résumer. Nous disons que la sécurité financière des juges favorise l'indépendance de la Cour et cette indépendance est protégée lorsque le processus, et je souligne le mot processus défini dans le renvoi, est respecté. La décision finale quant au montant de la rémunération doit être une décision de gouvernement composé de représentants élus du peuple. Si l'on suit le processus de détermination de la rémunération, la norme de contrôle que les cours doivent utiliser en examinant les raisons du gouvernement de rejeter une recommandation d'une commission doit être une norme modeste, la norme de rationalité simple qui est fondée sur des motifs transparents, solides et varie selon les circonstances. Il ne doit y avoir aucune façon d'argumenter qu'il peut y avoir une perception de la part du citoyen ordinaire, raisonnable, que la décision du gouvernement de modifier ou de rejeter simplement les recommandations d'une commission constitue une menace à l'indépendance judiciaire. Et je continue dans mon énoncé de position. Il y a une multitude d'appels devant cette Cour. Il y a un grand nombre de parties intervenants qui appuient chacune des positions, mais c'est tout de même une question simple. Je le dis à cause de ce qu'a dit cette Cour dans le renvoi de la Cour provinciale. Et nous parlons de ce que nous appelons les lignes directrices données par la Cour suprême. Cette affaire peut être tranchée sur la base en utilisant trois principes fondamentaux qui découlent directement, de façon explicite ou par implication logique de l'arrêt du renvoi. Je vais énoncer chacun de ces énoncés. Je vais dire où on les trouve dans notre mémoire et je vais donner le numéro des paragraphes dans le renvoi où ces énoncés sont exprimés ou contenus de façon implicite. D'abord, le rapport d'une commission concernant un montant de rémunération adéquat pour les juges ne peut prendre la forme que de recommandations au gouvernement. La commission ne peut pas émettre des montants contraignants
de rémunération judiciaire. Ceci découle du principe fondamental cité expressément dans la loi constitutionnelle de 1867, selon lequel seuls les représentants dûment élus du peuple qui siègent aux assemblées législatives ou au Parlement peuvent autoriser des paiements à partir du Trésor. C'est au paragraphe 29 à 46 de notre mémoire. Et dans l'arrêt du renvoi au paragraphe 133 et suivant. Deuxième énoncé. L'efficacité, entre guillemets, de la Commission est mesurée selon le fait que le processus dépolitise le rapport entre le système judiciaire et le gouvernement lorsque le gouvernement détermine les montants tirés du Trésor qui vont servir à rémunérer les juges. D'autre part, l'efficacité de la Commission n'est pas mesurée selon le montant d'argent ou l'augmentation de la rémunération qu'obtiennent les juges. On en traite au paragraphe 47 à 62 de notre mémoire et on trouve cela au paragraphe 190 du renvoi. Enfin, troisième proposition, lorsqu'une cour décide si les gouvernements donnés par un gouvernement pour modifier ou rejeter les recommandations d'une commission concernant la rémunération des juges, pour ce qui est du principe de rationalité simple, il faut le voir du point de vue d'une personne raisonnable, comme la Cour suprême l'a dit. La question ultime dans chaque cas est de savoir si une personne raisonnable est bien informée, qui examine les étapes dans le contexte historique. Et j'ajoute à la citation qu'on tient compte des aspects pratiques du gouvernement. Donc, cette personne raisonnable conclurait que la Cour ou que le tribunal est indépendant. Nous trouvons cela au paragraphe 63-67 de notre mémoire et dans le renvoi au paragraphe 145. Je reviens à la première proposition. J'en parlerai brièvement. Les commissions ne peuvent qu'émettre des recommandations et non des décisions contraignantes. L'avocat du procureur général du Canada a présenté tous les arguments qui sont les nôtres concernant ce premier énoncé. Alors, nous nous référons à ces arguments déjà présentés par le procureur général du Canada. Je passe à la deuxième proposition concernant l'efficacité de la commission de rémunération. Dans le renvoi, on dit au paragraphe 174 que l'efficacité des commissions doit être garantie de diverses manières. D'abord, bien sûr, les gouvernements doivent avoir recours aux commissions. Les commissions doivent se réunir périodiquement, tous les 3 ou 5 ans. Et troisièmement, et voici l'essentiel, la question, le rapport de la Commission doit avoir un effet significatif sur la détermination de la rémunération des juges, donc un effet important sur la détermination des salaires. La Cour n'a pas dit un effet important sur le montant des salaires, mais plutôt sur la détermination des salaires. Nous disons que l'arrêt du renvoi, si on le lit bien, veut que le processus soit efficace et non le résultat final mesuré quant au salaire lui-même. Le processus est efficace puisque le gouvernement émet des motifs qui peuvent être examinés par les tribunaux en utilisant le critère de la rationalité. Nous disons que même si un gouvernement rejette un rapport d'une commission, les raisons fondées sur la norme de rationalité simple montreront que le rapport a eu un effet. Nous sommes d'accord avec l'avocat pour les juges de l'Ontario qui a parlé de l'obligation du gouvernement de fournir des motifs raisonnables
il dit qu'il ne suffit pas que le gouvernement donne des raisons de façon abstraite. Le gouvernement doit réagir de façon précise aux recommandations afin de montrer que le gouvernement a bien étudié le rapport de la Commission pour que celui-ci ait un effet significatif sur la détermination du salaire des juges. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait cela en tête lorsqu'elle a décidé, lorsqu'elle a tranché dans la seule instance concernant une commission de rémunération des juges en Colombie-Britannique. 8 mois après l'arrêt du renvoi en Cour suprême, donc on a pu profiter de l'arrêt de la Cour suprême. Au paragraphe 38 de notre mémoire, nous trouvons un passage que je vais citer. La Cour disait « Il nous semble que si le gouvernement, après mûre réflexion et après avoir reçu les conseils de tout tribunal jugé adéquat, arrive à une conclusion ferme selon laquelle les recommandations faites par les comités ne correspondent pas à la justice et à la rationalité, alors le gouvernement peut agir selon ses convictions. » Il est vrai que cette référence à l'équité et à l'aspect raisonnable est une norme en vertu des lois, les lois sur la rémunération des juges en Colombie-Britannique, mais c'est vrai que l'équité et l'aspect raisonnable sont une bonne norme sur laquelle fonder les motifs qu'un gouvernement peut avoir pour rejeter les recommandations d'un rapport, et c'est ce qu'une personne raisonnable peut utiliser. Si une personne raisonnable examine les raisons du gouvernement et les trouve raisonnables, exactes, complètes, et trouve qu'elles tiennent compte du rapport, ainsi que des questions relatives aux politiques publiques de dépenses des fonds publics. Alors, si on examine tout cela et que le gouvernement montre que de mettre en œuvre les recommandations de la Commission entraînerait des résultats injustes, alors, pour une personne raisonnable, il n'y aurait pas perception de menace à l'indépendance judiciaire. Nous disons que les motifs exprimés par le gouvernement qui correspondent aux critères de rationalité et répondent de façon pertinente aux recommandations d'une commission entraîneraient un effet significatif sur la détermination des salaires des juges. Le rapport d'une commission ne peut avoir un effet décisif, même si c'est ce que cherchent à obtenir les groupes de juges qui sont intervenus ici. Ce serait aller trop loin. Je passe à mon troisième énoncé. Lorsqu'une cour examine les motifs d'un gouvernement qui a rejeté les recommandations d'une commission pour voir s'il y a respect de la norme de rationalité, il faut voir cette norme du point de vue d'une personne raisonnable. J'appuie ce qu'a dit le représentant du procureur général du Nouveau-Brunswick et j'ajouterai quelques commentaires simplement. C'est le plus important de nos 3 propositions et de loin. Et c'est important parce que c'est une question de perception. Nous traitons ici de perception d'indépendance des juges et non de réalité. La réalité est que ces tribunaux sont indépendants. Personne n'a dit le contraire. Donc, c'est la perception qui est en jeu. Comme toutes les décisions de la Cour suprême à partir de Valenti, Beauregard, Généreux, McKinnon-Rice, tout cela nous enseigne que cette perception, c'est la perception d'une personne raisonnable. Il faut tout simplement convaincre cette personne raisonnable. Il faut que les raisons données par le gouvernement convainquent la personne. Il faut que le gouvernement tienne compte de chacune des recommandations d'une commission de façon logique, avec un fondement factuel exact. Lorsqu'on accorde un traitement particulier à des juges qui sont différents
du traitement d'autres fonctionnaires. Il faut une explication. Le juge Lamère a dit qu'il fallait une explication complète et des raisons plus convaincantes si les juges sont traités de façon différente. D'autre part, si les juges sont traités comme d'autres fonctionnaires ou d'autres personnes qui sont payées à partir des fonds publics, et il y a simplement obligation de rationalité à première vue. En bref, notre position est que la sécurité financière des juges et l'indépendance de l'appareil judiciaire est protégée par le processus et le processus ne vise pas à fixer des montants précis de rémunération des juges. Le processus vise à dépolitiser ces décisions. Nous demandons donc que les premières et deuxièmes questions aient une réponse négative. Madame la juge en chef, messieurs, dames les juges, le procureur général de la Saskatchewan intervient uniquement en ce qui touche l'affaire Bodner et l'Association des juges provinciaux. Nous jugeons que vous devez accueillir le pourvoi Bodner et rejeter le pourvoi de l'Association des juges provinciaux du Nouveau-Brunswick. Et dans notre mémoire, nous exposons comment les questions constitutionnelles formulées dans ces appels-là devraient recevoir réponse, ainsi que, enfin, vous avez nos réponses au paragraphe 4 du mémoire du procureur général pour les deux appels. Ce matin, j'évoquerai rapidement notre mémoire dans l'affaire Bodner, notre principale mémoire. Et si vous pouvez avoir ça sous la main, je ne vais pas vous y reporter, mais je vais quand même citer certains paragraphes. Dans le temps qui m'est alloué, je propose de parler de 4 questions distinctes. Comme Maître Frater l'a déjà abordé, je ne vais parler que brièvement de l'expérience de ces commissions de rémunération des juges en Saskatchewan. Ensuite, je ferai certaines représentations en ce qui concerne la description à donner à ces commissions de rémunération des juges et leur rôle. Et je tiens à répliquer à ce qu'a dit Maître Hunter hier au nom des juges de paix de l'Alberta. Et je voudrais répondre aussi à l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta. Et là, je propose de parler d'un argument fondé sur le paragraphe 92.4 qui consiste à utiliser des fonctionnaires provinciaux aux fins de la comparaison en vue de déterminer les salaires des juges. Il se peut que ce programme soit trop ambitieux, mais s'il me reste un peu de temps, je veux faire un très bref commentaire quant à la norme de contrôle. D'abord, en ce qui concerne la Saskatchewan, ce que nous avons vu chez nous, c'est que ça se divise en 2 phases. Il y a eu la période avant 97 et la période d'après 1997. Avant 1997, c'est-à-dire avant votre arrêt dans le renvoi sur l'île du Prince-Édouard. Donc, au début des années 90, le gouvernement de Saskatchewan avait décidé de tenter une expérience de commission dont les recommandations étaient contraignantes. On s'est fondé sur une démarche de négociation, d'arbitrage, dont les conclusions étaient contraignantes. Ça a donné lieu à Watch NBC Friday, 9, 8 Central.